Iamotep. Uncle Uja Seneb. Toi, Wencha. Bienvenue dans le Couche Kamit Congo, dans l'Académie de la culture noire kémétique. Aujourd'hui, vous êtes encore une fois avec Kanefera Koutinechia, ainsi qu'avec Baba Kinkela Omazulu Kufimotep Akhenaton Shango. Douanechia. Et aujourd'hui, nous avons un sujet très intéressant. Et je vais laisser Baba Kinkela commencer à faire son introduction. Nous allons parler avec la reine, notre reine dont on parle souvent. Vous avez entendu parler d'elle, vous l'avez peut-être vue, vous l'avez vu faire ses rituels avec les eaux, vous l'avez vu dans ses orphelinats, ou vous l'avez vu faire le tour du monde pour unifier tous ses enfants. Et donc, je vais laisser Baba Kinkela faire la présentation. Uncle Uja Seneb, nous sommes dans la première année. Aujourd'hui, c'est le 7e jour de l'ère de l'éternel féminin. Je ne sais pas si l'on se rend compte de la grandeur de l'événement et de l'année. Nous sommes dans l'année de l'éternel féminin. Eh bien, il est pour moi important de rappeler que la conscience de l'éternel féminin s'était retirée en tant qu'autorité de puissance de notre monde, de notre système solaire, il y a 300 000 ans. Il y a 300 000 ans à aujourd'hui, il y a 7 jours, le féminin sacré avait été réduit à un système social où nous avons connu certaines sociétés dites matriarcales. Mais du point de vue de l'organisation du pouvoir, eh bien que nous avons connu dans les 300 000 ans récents des sociétés complètement féminines, matriarcales, mais le grand du pouvoir avait toujours été sous la coupole patriarcale, dite Moura ou Anu. Aujourd'hui, nous sommes dans l'année dans l'ère de l'éternel féminin. Quand l'éternel féminin retourne, elle est toujours représentée. La dernière représentante de l'éternel féminin par ordre était Auset. Auset qui a connu 2 vies. Avant tout, elle était connue en tant que Sehet, qui a été enlevée et assassinée par Seth, et puis elle va retourner à la vie grâce au pouvoir du peuple Abgal dans les pyramides en tant qu'Auset, qui va devenir la première père A de l'Égypte antique, de Kemet antique. Et avant elle, nous avons Mamitu Namu. Et avant Mamitu Namu, nous avons Tiamaté, qui sont les 3 grandes souveraines de notre arc. Avant, nous pouvons retourner encore dans les temps pendant très longtemps, mais je préfère prendre ces 3 exemples. Nous partons de Tiamaté, nous arrivons à Mamitu Namu. Mamitu Namu c'est lui qui porte la vie sur terre, ok? La vie que nous avons sur terre nous vient de la source à travers Mamitu Namu et après par son fils Aussar. Tout de suite, je vais insister sur le fait que souvent, pendant très longtemps, on vous a raconté que l'Aussar était un mythe. Aussar n'est pas un mythe. Aussar était devenu un mythe justement pour justifier Jésus-Christ. Jésus-Christ est une copie textuelle de la vie de Aussar. Donc, vu que Aussar a vécu antérieure au Jésus-Christ, avoir l'histoire de Aussar et de Jésus-Christ impliquait qu'il y avait quelqu'un qui avait copié, l'un qui avait copié de l'autre. Et comme Jésus-Christ est venu à Aussar, il était donc directement implicite que Jésus-Christ soit quelque chose et une recopie, une représentation de l'histoire d'Aussar. C'est ainsi que l'histoire d'Aussar devait devenir complètement un mythe pour justifier ou pour rendre véridique l'histoire de Jésus. Et donc, dit cela, de notre ère, nous avons, depuis Auset, nous avons eu plusieurs représentantes de le féminin sacré. Nous en avons connu beaucoup, des grandes reines, que nous n'allons pas rester sans citer. La particularité que nous avons aujourd'hui, nous sommes dans le retour du féminin sacré. Nous sommes en train, les regards du féminin sacré est retourné dans notre monde. Et ces regards a été représenté aujourd'hui par notre Père A. Eh bien, il s'agit de notre Père A, la reine Diambi, Kabatusui, la Chiyoyo Mwata.
La reine Diambi Kabatusui la Chioyo Mwata a été couronnée reine du peuple Bena Chiamba Kubakwa, hindou, de la région du Kasaï, dans l'état Netcher, qui faisait partie de l'enclave, ou disons de l'ancien empire Luba. Elle a été couronnée le 3 mars 2019, c'est-à-dire en phase de préparation même de l'éternel féminin, 2019-2020, et c'est une année, quelques mois, disons une dizaine de mois ou une vingtaine de mois avant le retour de l'éternel féminin. Elle a été aussi couronnée en Salvador de Bahia, reine-mère du peuple bantou du Brésil. Elle a été couronnée reine de la diaspora historique africaine, l'ancienne diaspora. Quand je parle de la diaspora historique africaine, je suis en train de parler de la diaspora qui a précédé la diaspora de l'époque coloniale. Je parle de la diaspora ancienne, c'est-à-dire l'émigration. Elle a reçu le titre de la grande Maye do Povo Bantu Brasileiro par le Parlement brésilien dans la même année, en mars 2019. À part cela, la reine Diambi a un doctorat en administration publique et il a un doctorat en cause de philosophie et en sciences humaines. Elle a aussi un titre, une maîtrise en sciences psychologiques appliquées et en sciences des conseils de santé mentale. Elle est aussi titulaire des baccalauréats en sciences des affaires, finances et économie. Elle est la fondatrice de la fondation Elikia Hope. Et elle est ministre des Affaires étrangères de l'État de la diaspora africaine de la 6e région d'Afrique. La 6e région d'Afrique est reconnue par l'Union africaine. La reine Diambi a toujours été intéressée par les questions concernant la restauration de l'identité africaine à travers l'étude de l'histoire africaine et du patrimoine culturel du monde mélanoderme. Elle constitue la grande pleureuse. Elle est indigne selon la cosmogonie Kushkamit Congo. Elle est la grande pleureuse. Et dans cette phase, elle est cette pleureuse qui voyage à travers le monde pour reconstituer le corps de Haussar. C'est quoi le corps de Haussar? Le corps de Haussar est symboliquement, ou indique symboliquement, la culture mélanoderme datant d'il y a énormément, très longtemps. Cette culture qui a été démembrée, comme nous le voyons aujourd'hui dans l'Afrique contemporaine, ou dans le monde mélanoderme contemporain, où il y a eu un démembrement culturel, où l'on se prend pour des personnes différentes. Les Luba sont différents des Tchoko, les Tchoko sont différents des Zoulous, les Zoulous sont différents des Bewele, les Bewele sont différents de ceux qui sont en Guyane, ceux qui sont en Guyane sont différents de ceux qui sont de l'autre côté. Eh bien, la reine fait partie de la grande pleureuse qui, par ses pleurs, que vous voyez souvent à travers YouTube, est en train de reconstituer le corps de Haussar. Dans le Kushkamit Congo, elle représente la Pera, la grande maison. Cette maison dans laquelle seront réunis les 14 morceaux du corps de Haussar, la culture noire mélanoderme. En Kujaseneb. Toi, Wantia. Alors, une question que j'allais demander, c'est que quelle est la représentation et quelle est l'importance de la Queen Diambi en ce moment historique? Dans ce moment historique, sa présence est énorme, elle est importante parce en elle est recueilli les rayonnements de l'éternel féminin. Elle est l'incarnation de l'éternel féminin. Elle représente les retours de l'éternel féminin. La reine Diambi Kabatusui l'a fait en tension. Elle ne représente pas seulement la maison Luba, mais elle représente la maison mélanoderme parce qu'elle représente Auset, la grande pleureuse. Et à travers elle, nous avons pour la première fois depuis
très 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 longtemps la possibilité de fixer les regards de l'Éternel féminin, et parce que la grande femme, la grande mère, qui est appelée dans la tradition la grande vache, elle représente la vache céleste, à tort. Elle représente à tort la vache céleste, mais elle représente aussi les grands arbres. Elle représente les grands arbres, dites, exprimés selon la philosophie Kush Kamit Congo, selon la philosophie kémétique elle-même, qui est le point de départ. Qui est le point de départ d'une nouvelle ère, d'un nouveau temps. C'est quelque chose qui est très, très, très important, qui nous rentre dans la conception de la magie kémétique, dans laquelle Aussar a été tué, ok? Et quand son corps est recomposé, la royauté kémétique a commencé avec Aussat le père A. Appliquant cette magie du nombre et des circonstances dans la situation où nous sommes aujourd'hui, nous voyons dans la reine Diambi la possibilité de pouvoir recommencer de la résurrection, ok, de la culture mélanoderme authentique tel qu'il a été conçu, projeté par nos ancêtres il y a très 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 longtemps, dans les premiers par excellence, et Aussar à Congo, les grands Ki. Et aussi, un autre élément, c'est que, par exemple, beaucoup de personnes diront que non, je suis kémétique ou je suis kémète et je fais ce que je veux de mon côté. J'ai pas besoin d'avoir un chef spirituel ou une reine ou quoi que ce soit. Et donc, pour ceux qui pensent de cette manière, pourquoi, par exemple, nous reconnaissons la reine Diambi? Parce que justement, on pouvait aussi se dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un ordre ou quoi que ce soit. Et donc, comment on peut répondre aux gens qui pensent de cette manière-là? Je retournerai toujours au principe de la magie kémétique. Hein. Les gens qui, justement, arrivent à ce genre de considérations n'ont vraiment pas une grande idée de l'histoire antique de notre monde. Vous savez, Moutka Nefer Rakuti Nature, je vais essayer de donner une liste de notre monde. Nous descendons de l'Égypte antique. L'Égypte antique, hein, à plusieurs phases historiques. Okay. La phase que nous connaissons a commencé avec les pharaons Narmer, okay, qui est aussi appelé Narmer, aussi appelé Narmer. Il y a un nom qui est appelé, le nom m'échappe maintenant, j'y retournerai. C'est Akhenaton ou? Non, pas Akhenaton. Narmer, souvent, il est confondu avec le titre Ménès, ok, Ménès. Ménès, ce n'est pas l'un pharaon, mais plutôt, Ménès est un titre. Ménès, ok, signifie c'est lui qui a établi. Hein, c'est un Narmer Némès, on dit souvent. Narmer Némès commence avec la première civilisation kémétique. Avec Narmer, nous avons la toute première dynastie kémétique qui fait partie de ce qu'on appelle l'histoire kémétique archaïque, qui date de moins 3000 à 2625. Et entre 3000 à 2625, nous avons la première, deuxième et troisième dynastie. Après, nous allons passer dans ce qu'on appelle l'ancien royaume. 2625 à 1130. Nous avons la 4e, 5e, 6e, 7e et 8e dynastie. Après, nous allons rentrer dans une période qu'on appelle période intermédiaire. De 2130 en 1980, avant l'époque moderne. Là, nous avons la 9e, 10e, 11e dynastie. Okay? Nous allons maintenant passer dans les moyens empires, 1880 en 1630. Là, nous avons la 11e, 12e, 13e et 14e dynastie. Après, nous rentrons dans une phase intermédiaire de l'histoire kémétique qui va de 1630 en 1539. Okay? Et nous rentrons dans la phase BC. Okay? Là, nous avons la 15e, 16e, 17e dynastie. Nous avons le Nouvel Empire qui part de 1539 en 1075 BC. Là, nous avons la 18e, 19e et 20e dynastie.
Ce n'est pas tout. Nous avons une troisième période intermédiaire de la récomposition de l'histoire kémétique qui parle de 1075 en 656, toujours BC. Et là, nous avons les 21e, 22e, 23e, 24e et 25e dynasties. Pour arriver dans la période qu'on appelle l'ancienne période, ou la période tardive, qui part de 664 en 332 BC. Ok? Là, nous avons la 25e, 26e, 27e dynastie, mais aussi nous avons l'intervention de la première dynastie perse. Première et deuxième dynastie perse. En fait, la dernière étape de l'histoire kémétique, c'est sous les pouvoirs gréco-romains. C'est entre 332 BC en 95 et c'est-à-dire après les Christ, après l'époque moderne. Et là, nous avons les rois macédoniens, nous avons la dynastie ptolémaïque et les empereurs romains. Vous voyez, les temps que je viens de citer, nous avons des pharaons qui commencent de Nermer et finit par Séti Ier. Séti Ier, après Séti Ier, nous allons avoir Ramsès III. Nous avons de Narmer à Séti Ier, nous avons 73 pharaons. Okay. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que avant 3000, entre l'année 7000 à 3000, nous avons l'époque des grandes calamités qui traversent notre monde. Ça c'est justement avant. Pardon, si tu peux répéter ce temps-là, parce que même pour moi, je me suis perdu. Alors, nous avons commencé, Narmer intervient à moins 3000. Moins 3000 avant Jésus-Christ. Ok. De moins 3000, si nous remontons le temps jusqu'à moins 10 000, ok, c'est une phase de notre histoire où nous sommes guidés par les pouvoirs divins. Ok, les divinités vont se retirer en 3000 et laisser la place, c'est-à-dire le dernier divin souverain va être Hérou qui va laisser la place à la divinité humaine. Les dynasties humaines, des pharaons humains interviennent à moins 3000. Avant cette époque-là, nous sommes guidés par ce que nous appelons les divinités en chair et en os, ok? Et dont nous parlerons sûrement. Et l'important ici, je suis en train de faire le filon historique. Alors, avant 10 000, jusqu'à nous partons de 10 000, nous remontons jusqu'à moins 300 000. Ok, c'est un long temps. Nous avons pratiquement 290 000 ans. Et dans cette 290 000 ans, notre histoire est remplie des histoires de guerres et des désordres. Mm-hmm. Ces désordres-là vont être établis seulement quand Kemet va être établi. L'établissement d'un pouvoir a permis le développement. Ok. Et cet développement qui va être interrompu à un moment donné va être possible seulement quand encore un nouveau pharaon Narmer va naître. Donc, la notion de l'autorité est très, très, très importante. Elle n'est pas liée au facteur psychologique, mais à l'organisation même du cosmos, comme en haut, comme en bas. Les planètes gravitent autour du Soleil. Les planètes ne peuvent pas se dire, voilà, moi je m'en fous, moi du Soleil, je vais partir par mon simple raison. Et nous avons connu cette histoire-là avec Vénus. Et cela a provoqué des catastrophes pendant 7000 ans. Wow. C'est vraiment je pense que c'est très important de noter ici que quand on regarde intensement tout ce qui s'est passé avant notre ère, alors on réalise que justement que cette autorité, elle a été très importante. Mais c'est pas n'importe quelle autorité, il faut aussi souligner. Et je pense que c'est là que vient aussi, par exemple, l'importance de la reine Diambi, parce que ce n'est pas n'importe quelle autorité dont on parle. On voit comment les dynasties se sont suivies et comment il y a eu cet ordre qui a été bien défini et qui a maintenu, on peut dire, Kemet ce qu'il était. Mais quand on revient à notre ère maintenant, on voit qu'on a aussi la succession d'autorités. Mais d'une part, on a les autorités qui peuvent se dire révélées, mais on a aussi une usurpation des autorités naturelles. Mmh. Absolument, parce que j'ai aimé beaucoup l'expression que Mout vient d'utiliser, l'autorité révélée. Parce que maintenant, nous avons les religions révélées, mais nous avons aussi les pouvoirs politiques révélés aussi. Mmh. Parce que pouvoir religieux, ou religion va toujours de pair avec l'autorité parce que ça sort d'une culture. Ok? Nous avons des cultures authentiques, nous avons des cultures révélées. Les cultures révélées sont des cultures qui sont liées à la domination.
et qui sont enracinés dans les profits. Et pour avoir les profits, il faut la domination de peu sur les plus. Ces pouvoirs-là sont incarnés dans des institutions de building, des grandes constructions qui témoignent ces pouvoirs-là. Comme nous avons l'Union européenne à Bruxelles, nous avons les buildings de l'ONU aux États-Unis. Ce sont ces pouvoirs-là. Mais nous, la reine Diambi représente un pouvoir qui siège dans le cœur des hommes. Les empires, les buildings peuvent crouler, mais un pouvoir royal ne peut être dépassé. Les pouvoirs nationaux sont corporatifs, c'est-à-dire ils s'administrent à travers le pouvoir royal. Ça sont des notions très 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 importantes. Aujourd'hui, on parle des royaumes africains qui ont disparu. Mais les royaumes africains n'ont pas disparu parce qu'un royaume, la royauté ne peut pas disparaître parce que les royautés voyagent dans le sang et dans la conscience. La royauté voyage dans le sang de ceux qui portent les sangs royaux et dans la conscience populaire du peuple qui reconnaît cette autorité. Et donc, elle peut dormir. Elle peut s'endormir, mais elle ne peut disparaître. Et avec aujourd'hui le retour de l'autorité divine du féminin sacré, de l'éternel féminin, avec le retour de la royauté de Aouset, la Père A, eh bien, cette conscience se réveille de nouveau. C'est une question d'ordre. La royauté est une question d'amour, est une question de conscience, n'est pas une question de domination ou de pouvoir. C'est ce que je donnerai comme réponse à ceux qui pensent, voilà, je n'ai pas besoin de l'autorité, et je vais fonctionner de moi-même. Eh bien, votre doigt peut-il décider lui-même de faire ce qu'il veut? C'est ça. Est-ce que votre œil peut-il décider de regarder là où il veut en se foutant complètement de ce que lui demande le cerveau de faire? Pour que votre corps fonctionne, vous avez besoin d'un cerveau. Ces mécanismes-là et ces répliques, comme dans l'univers, comme dans les plus grands, dans les macrocosmes, comme dans les petits, dans les microcosmes. Et nous, en tant que microcosme conscience communautaire, nous avons besoin de ces fonctionnements-là. En Koucha Seneb. Tu vois, Wancha. Et en dernier, j'allais poser la question qui est, quel est le message que la reine Diambi apporte à tout le monde? La reine Diambi représente, elle n'apporte pas seulement un message, mais elle représente un message. Son message, le message dont elle représente est que il est arrivé le temps que nous prenions soin de nous-mêmes. Okay. Nous devons sortir de notre grand sommeil, qui n'est pas aussi grand que cela, parce que si nous comptons que notre humanité a 760 000 ans d'histoire et elle a dormi pendant 10 000 ans, ce n'est pas grand-chose, mais le temps de sommeil est fini et que nous devons nous rapproprier notre vie, notre existence pour pouvoir évoluer, pour pouvoir faire la fierté de ceux qui sont nos ancêtres. Toi, Wencher. Et donc, je vais conclure ces messages en saluant encore la reine Diambi Kabatusui-là et en saluant tous les moutes qui sont, tous les miskenous qui accompagnent la moute Diambi Kabatusui-là, en commençant par Kanefera Kuchinecher elle-même et tous les autres, et en saluant tous les personnes qui sont en train de travailler énormément au retour de l'éternel féminin dans notre monde, de notre monde de tous les jours. Et avec ceci, je vous invite, je vous donne le bienvenu dans un nouveau monde. Je vous donne le bienvenu dans une nouvelle ère où l'éternel féminin apportera le nettoyage à travers les eaux qui vont se déverser sur nous avec une puissance énorme. Mais après la pluie vient toujours les beaux temps. En Koucha Seneb. Toi, Wancha.